Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre la modélisation sinusoïdale. Ici vous voyez que c'est la vidéo partie 2. Donc si vous n'avez pas encore regardé la partie 1, c'est très important de retourner et aller regarder la partie 1 avant cette vidéo. Alors dans cette leçon, nous allons apprendre comment faire une régression sinusoïdale. Fait que vous pouvez sortir Desmos parce que nous allons utiliser Desmos comme nous avons fait dans le passé pour faire les régressions sinusoïdales. Une fonction sinus ou cosinus sera utilisée avec des transformations afin de modéliser les données, puis le graphique de cette fonction ou l'équation du modèle permettra d'extrapoler ou d'interpoler afin de faire des prédictions. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va aller dans Desmos. Nous allons mettre cette table de valeurs dans Desmos, celle-ci, qui se trouve à droite de l'écran. Et nous allons venir changer les paramètres dans Desmos. Fait que allons faire cela ensemble. Alors ici, premièrement, nous allons venir modifier les paramètres. Fait que nous avons la grille, l'axe, et nous allons changer à moins 60 et à 720. Et ce sera des pas de 20. Ensuite, pour l'axe des Y, nous allons faire moins 10 à 35. Et on va avoir des pas de 3. Ici, nous voyons que nous avons radians et degrés. Il est très important de cliquer sur degrés dans ce cas-ci. Donc là, ici, on peut voir que nous avons notre nuage de points créé par la table de valeurs que nous avons entrée. Donc, est-ce que le nuage de points représente une fonction périodique? Ça aussi, on retourne. Est-ce que ça ressemble à une fonction périodique? Est-ce que ça représente? Fait que là, on va aller. Oui, le nuage de points représente une fonction périodique puisqu'il y a un cycle qui se répète à des intervalles réguliers. Maintenant, pour C, nous allons venir utiliser ceci dans Desmos pour nous aider à trouver et écrire l'équation en utilisant les bonnes variables. Fait que nous allons retourner et nous allons venir écrire l'équation. Fait que nous allons avoir Y1 est environ égal à A sin de, puis là on va ouvrir la parenthèse, K, ouvre la parenthèse, X1 moins D, et là on vient fermer la parenthèse 2 fois, plus C. Fait qu'ici, on peut voir que nous avons la régression. Puis on voit même sur le graphique ce qui a été tracé. Fait qu'ici, nous avons maintenant les paramètres. Puis les paramètres sont A qui est égal à 14,8936, K qui est égal à 0,999839, D qui est 90,0292 et C qui est 13,0295. Fait que là, nous allons écrire l'équation pour notre situation.
Donc, nous allons avoir 14,8936 sinus de moins 0,999839 x plus 261,041 plus 13,0295. Je vais juste m'assurer qu'on a les bons chiffres. Oh, ça devrait pas être un moins. Ça devrait être un plus. Ça devrait être un plus. Puis ça, c'était 90. Alors, ça devrait être 90. 0,292. Comme cela. Maintenant, on est capable de venir déterminer l'amplitude et la période de la fonction. Fait que l'amplitude est égale à 14,8936 degrés Celsius. Puis la période est égale à 360 divisé par k. Donc 360 divisé par 0,999839, ça va donner environ 360 jours comme période. Maintenant, en utilisant l'équation du modèle, on va prédire la température maximale lorsqu'il y a 84 à 800, après 840 jours. Fait qu'on va dire quand c'est 840 jours. Fait que là, on va venir utiliser l'équation que nous avons. Donc, on a y est égal à 14,8936 sinus de, pas moins, pardon, de 0,999839 840 plus 90. Puis je pense que c'est moins 90. J'ai fait cette erreur encore, pardon. Ça va être un moins 90 0,0292 plus 13,0295 et on va résoudre le tout, fait que 840 moins 90,0292 fois 0,999839. Alors on va avoir 14,8936 sinus de 749,85 plus 13,0295. Le sinus de cette réponse-là fois 14,8936 plus 13,0295. Alors, nous allons avoir 20,4425 degrés Celsius. Alors, le modèle prédit une température maximale quotidienne de 20,4 degrés Celsius pour 840 jours après. La date qui était dans le tableau fait que 01/01/2017. Maintenant, parmi les paramètres à coder, c'est lequel changerait si on employait une fonction cosinus. Fait qu'ici, si on se souvient, sinus commence comme ça et cosinus commence et fait ce genre de forme. Fait que le début de chacun est différent.
ça veut dire que c'est seulement la valeur D qui va changer, qui est le déphasage. Puis, ça veut dire qu'il y a un déphasage de 90 degrés entre les deux fonctions. Autrement, les fonctions sont congruentes, donc pareil. Alors ici, pour avoir la fonction cosinus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fonction sinus qu'on avait déjà, fait qu'on avait y est égal à 14,8936 cos de 0,999839 x. Puis là, on avait 90,0292. Fait que là, on va pouvoir ajouter 90 pour démontrer le. Fait qu'on va avoir plus 0,0292. Oh, c'est encore moins, pardon, c'est encore moins. Plus 13,0295. Fait qu'ici, on est capable d'écrire la fonction cosinus aussi. Finalement, on va regarder pour quel domaine et quelle image les modèles sont valables. Fait que les modèles, c'est sinus et cosinus qu'on est en train de regarder. C'est vraiment les deux. Donc, on sait que le domaine est que x appartient à l'ensemble des nombres réels et que x doit être plus grand ou égal à 0 parce que ça, c'est le début de notre cycle. Et nous avons ensuite que l'image est égale à y qui appartient à l'ensemble des nombres réels et que la valeur de y se trouve entre moins 1,9 et 27,9. Alors, lorsque deux espèces animales ont une relation prédateur-proie, on peut représenter chaque population au fil du temps par une fonction sinusoïdale. Fait qu'ici, si on regarde, on a des lapins et on a des renards. Les lapins sont en rouge puis les renards sont en bleu. S'il y a beaucoup de proies, le nombre de prédateurs augmente parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Plus les prédateurs sont nombreux, plus la population des proies diminue. Puis au bout d'un certain temps, la nourriture manque et les prédateurs commencent eux aussi à disparaître parce qu'il n'y a pas assez de nourriture pour continuer à survivre. Puis ensuite, cette diminution du nombre de prédateurs favorise la survie des proies, donc la population se remet à augmenter et donc le cycle continue. Fait qu'ici, on peut voir, on a le maximum de lapins, ce qui vient amener le maximum de renards, qui ensuite cause une perte, donc nous amène au minimum de population de lapins, qui ensuite amène un minimum de proies, et etc. On voit que le cycle continue. Donc, suppose que l'on peut représenter le nombre de proies n dans un secteur par la fonction suivante, où t est le nombre d'années depuis 1990. Fait ici, on veut savoir c'était quoi le nombre de proies en 1990. Ça veut dire que t est égal à 0 puisque c'est le début. Donc, on a n0 qui est égal à 250 sinus de 90 fois 0
plus 500. Donc, ici, on a 250 fois 0, parce que sinus de 0, c'est 0, plus 500. Donc, la population était de 500 au début. Fait qu'il y avait 503 en 1990. Ensuite, on veut voir quand est-ce que la population a atteint un maximum. Puis, quel était ce maximum-là? Fait que si on a commencé à 500, fait qu'on a le max, on a commencé à 500, puis là, on aurait à ajouter 250 parce que l'amplitude est de 250. Ce qui veut dire que notre maximum va être 750. Là, on peut venir remplacer ça dans notre équation et isoler pour t. Fait qu'on a 750 est égal à 250 sin t plus 500. Fait que moins 500 des deux côtés. On a 250. On a ensuite 250 sin t divisé par 250. On a donc 1 est égal à sin t. Mais je sais que t, pour que sinus soit égal à 1, 90t. Sin 90t, 90t. Alors ici, on peut voir que on a t qui va être égal à 1. Parce qu'on est capable d'isoler. Fait qu'on peut faire sin moins 1 de 1, qui est égal à 90t, qui est donc 90. Puis là, 90 divisé par 90, ça va nous donner t est égal à 1. Alors, la population de proie est à un maximum de 750 individus en 1991, puisqu'on a fait 1990 plus 1. Maintenant, on veut savoir c'est quoi la population, ou quand la population atteint un minimum, puis c'est quoi ce minimum. Fait que là, on va pouvoir dire, ben OK, le minimum est égal à 500 moins 250, ce qui veut dire que le minimum est de 250. On va venir remplacer le tout dans l'équation, fait qu'on a 250 qui est égal à 250 sin de 90t plus 500, pardon. On fait moins 500 des deux côtés. Alors, on a moins 250 qui est égal à 250 sin 90t. On divise par 250 des deux côtés. On obtient moins 1 qui est égal à sin 90t. Donc, ici, si on se souvient de CAST, quand sinus est négatif, c'est dans le cadran 3 et 4. Donc, on va venir déterminer cet angle-là. Fait que si on trouve c'est de moins 1 de moins 1. On obtient moins 90. Mais moins 90, c'est aussi égal à 360 moins 90, donc 270. Fait qu'on va changer cette réponse. On va mettre 270, puis là, on fera diviser par 90 des deux côtés. Puis on verra que le temps est égal à 3. Donc, ça veut dire que la population
de proie a un minimum de 250 individus en 1993. Puis là, combien d'années se sont écoulées entre les maximums? Donc, on veut trouver la période. Alors, ça veut dire qu'on va faire P est égal à 360 divisé par K, ou la valeur absolue de K. Donc, 360 divisé par 90, c'est égal à 4 années. Donc, 4 années se sont écoulées entre les maximums. Faisons un dernier exemple. Alors, ici, le nombre d'heures de lumière par jour varie tout au long de l'année et le graphique ci-dessous montre la quantité de lumière par jour dans le sud de l'Ontario sur un an à compter du 20 mars, premier jour du printemps, qui compte 12 heures de lumière. Le 21 décembre est le jour le plus court de l'année et le 21 juin est le jour le plus long de l'année. Alors, on a ici l'équinoxe du printemps, solstice d'été, équinoxe d'automne et solstice d'hiver. Alors, à partir du graphique, nous allons déterminer le nombre d'heures de lumière lors du 21 décembre et lors du 21 juin. Donc, ici, on commence à partir du 20 mars. Donc, ici, on sait que c'est le 20 mars. On sait que le plus de lumière, c'est le 21 juin. Donc, ici, c'est à peu près le 23 septembre. On a ici au minimum le 21 décembre. Puis ici, on revient, pas là, à peu près ici. Puis ça reviendrait au 20 mars. Alors ici, en regardant le graphique, on voit qu'il y a environ 16,5 mais il faut juste s'assurer que ici, ça c'est notre minimum, ça c'est notre maximum, puis notre amplitude est de environ 7,5 heures. Alors le 21 décembre, c'est le minimum, donc c'est à peu près à 7,5 heures, tandis que le 21 est de 16,5 heures. Maintenant, on va déterminer l'amplitude, le déphasage, le déplacement vertical et la période de la fonction. Fait que l'amplitude, c'est 1/2 du minimum moins, du maximum moins le minimum. Donc, on va obtenir 4,5 heures. On a la période qui est 365 jours. Donc, K est égal à 360 divisé par 365. Donc, on va arrondir à 1. Le déphasage, il n'y a aucun déphasage parce que la fonction sinus commence à x égale 0. Et le déplacement vertical est de 12 heures. Donc, maintenant, on peut écrire l'équation utilisant ces informations-là. Donc, on va avoir y égale à 4,5 sin de x plus 12. Puis ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remplacer y par h de t, puisque c'est les heures, et on peut remplacer x par t pour le temps. Donc, on va pouvoir avoir h de t est égal à 4,5 sinus
de t plus 12. Maintenant, à l'heure du graphique, on va déterminer le nombre d'heures de lumière lors du 20 mars et du 23 septembre. Fait qu'en regardant, c'est à peu près le 20 mars et le 23 septembre, c'est à peu près 12 heures. Fait que c'est 12 heures de lumière. Finalement, en regardant, on pourrait comme prédire le nombre d'heures de lumière lors de notre anniversaire. Fait que notre anniversaire va être différent. Fait qu'on va prendre le 12 octobre pour moi. Fait que le 12 octobre est un peu après le 23 septembre. Fait que le mois de septembre a 30 jours. Fait que 23, 30, c'est 7 plus 12. Fait qu'on va faire 7 plus 12 qui égale à 19. Fait que là, si c'est 180, on va faire 180 plus 19. On a 199 jours. Fait que si on vient regarder, il y a environ ça c'est 10,5. Fait qu'il y a environ 10,5 heures le 12 octobre.